Europe 1. Écoutez le monde changer. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei sur Europe 1. Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Nous avons rendez-vous tout de suite avec Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Elle est aussi l'auteure de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Le pari, en effet, est en passe d'être gagné. Joe Biden sera très probablement le prochain président des États-Unis. Et Donald Trump, eh bien, nous en parlerons avec Emmanuel Todd, l'un des rares intellectuels français à l'avoir toujours considéré comme un président important dans l'histoire de l'Amérique, pas comme un fou et encore moins comme un accident. Enfin, on reviendra en France avec Salomé Berlioux dans Nos campagnes suspendues. Elle a enquêté sur la France rurale à l'épreuve du confinement et ce n'est pas du tout l'image d'Épinal que s'imaginent les habitants des grandes villes. Sonia Dridi, bonjour. Bonjour. Le pari de l'Amérique anti-Trump, pour reprendre le titre de votre livre aux éditions du Rocher, est en train d'être gagné. Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Ce sera aussi le président le plus âgé de l'histoire. Il s'agit d'un vieux monsieur de 70 ans, de 77 ans, qui fait beaucoup plus que son âge, qui marche difficilement, qui confond parfois sa petite fille avec son fils décédé ou sa sœur avec sa femme. Comment le voyez-vous exactement, vous, après avoir enquêté sur lui? Ben c'est vrai que c'est assez fascinant parce que au départ c'est vraiment le candidat par défaut du Parti démocrate. Alors beaucoup d'Américains le connaissaient depuis qu'il était vice-président de Barack Obama, mais depuis il a vieilli, il flotte dans ses costumes, on le sent fatigué et finalement alors il est désigné candidat du Parti démocrate aussi parce que finalement son expérience rassure, son caractère aussi rassure. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Et par exemple, j'ai croisé pendant les primaires démocrates beaucoup d'Américains qui me disaient « Moi, j'aime beaucoup Bernie Sanders, mais je pense que Joe Biden aura plus de chances de remporter l'élection face à Donald Trump. » Donc à la base, c'est vraiment le candidat par défaut. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est presque devenu l'homme de la situation finalement au fil des mois parce qu'il a été très aidé par la conjoncture, que ce soit la crise économique, la crise sanitaire ou alors les tensions raciales. Et ben finalement, cet homme qui est connu pour sa compassion, qui par rapport à Donald Trump met en avant sa décence par exemple, son honnêteté, eh bien finalement on sent que beaucoup d'Américains avaient besoin de cet homme rassurant, de cet homme qui il faisait des discours pour dire aux Américains je comprends votre souffrance, notamment pour ceux qui ont perdu des proches dans la crise du Covid, et bien finalement ça sonnait juste et c'est ce qu'on a vu, il a réussi en tout cas déjà son pari de fédérer l'électorat démocrate derrière lui parce que la mobilisation est historique. Là, on le regarde jusqu'à présent comme un candidat et comme un candidat anti-Trump, ce que vous avez raconté dans votre livre. Mais ça peut tout de même sembler incroyable qu'un homme aussi fragile, en tout cas qui paraît aussi fragile, qui paraît aussi diminué, devienne président des États-Unis et par la même occasion le commandant en chef de la plus puissante armée du monde. Oui, alors toutefois, c'est vrai que les républicains ont vraiment appuyé sur cette image de candidat sénile, notamment Donald Trump qui l'appelait Sleepy Joe. On a quand même vu dès le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden qu'il n'était pas si sleepy non plus. Alors en effet, c'est vraiment un habitué des gaffes depuis des décennies, depuis ses débuts en politique. Mais on a vu par exemple que lorsqu'il a eu ses débats face à Donald Trump, il a su s'affirmer. À un moment, il a même dit à Donald Trump, mais vous n'avez pas vous la fermer. Joe Biden, il a quand même, on le connaît moins pour ça, mais il a un caractère bien trempé. Il a des origines irlandaises. Ici aux États-Unis, on parle de Irish temper, de tempérament irlandais, et il est pas si endormi que ça. Alors en effet, c'est vrai qu'il a beaucoup d'hésitation, comme vous dites. Parfois, il confond sa petite fille avec son fils décédé. Enfin, ça fait peur aux démocrates. Mais il est évidemment entouré par des conseillers qui d'ailleurs sont pour beaucoup les mêmes conseillers que sous Barack Obama. C'est le grand consolateur, quand on lit votre livre, on le voit bien, parce qu'il a connu beaucoup d'épreuves et vous les racontez. On l'a entendu prononcer son premier discours de presque président, c'était un grand discours de réconciliation. Est-ce que c'est possible encore de réconcilier le peuple américain, même quand on est Joe Biden? Selon une enquête du Pew Research Center, la population est tellement polarisée que 76% des démocrates et 81% des républicains déclarent ne plus être d'accord sur rien avec l'autre camp.
Oui, et ça c'est très frappant, hein. Moi j'ai couvert la présidentielle de 2016, je suis arrivée aux États-Unis en 2015 et j'ai vu, hein, la polarisation, la fracture se creuser un peu plus chaque jour. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une atmosphère vraiment inquiétante. C'est vrai que les deux camps ne se parlent plus. Il y a des familles qui se divisent, des couples qui se disputent à cause de la politique, des voisins qui ne se parlent plus non plus. Donc on est vraiment dans une atmosphère très particulière. Et c'est vrai que on a du mal à imaginer que le pays peut se réconcilier assez rapidement. Alors par contre, c'est vrai que c'est une tâche difficile pour n'importe quel président, mais là encore, Joe Biden, qui est l'homme du compromis, qui toute sa vie, il a passé 36 ans au Sénat, et c'était un peu comme le défunt sénateur John McCain, c'était l'un des rares hommes politiques au Congrès qui arrivait à parler aux deux camps. Il y a même un proche de Donald Trump aujourd'hui, Lindsey Graham, qui disait il y a quelques années, si vous n'aimez pas Joe Biden, c'est que vous avez un problème. Et donc, il va avoir du mal à convaincre notamment les partisans les plus extrêmes de Donald Trump, ou alors on le voit, hein, le mouvement alt-right, la droite nationaliste qui s'est développée vraiment ces dernières années. Mais par contre, je pense que pour les républicains modérés, je pense qu'il va réussir quand même d'une certaine façon, alors à terme, je pense que ça prend du temps, à apaiser un peu la situation. Il fait moins peur aux républicains modérés que par exemple un Bernie Sanders ou une Kamala Harris si ça avait été elle la présidence. Et c'est pour ça que Donald Trump appuyait vraiment pendant sa campagne sur le fait que Kamala Harris était sur le ticket. Mais par exemple, on sait que le Sénat va rester à majorité républicaine et les républicains connaissent bien Joe Biden. Donc il aura des difficultés, mais je pense que finalement c'est l'un des hommes politiques les moins bien placés pour prendre la tête du pays dans un contexte aussi tendu avec cette polarisation extrême. Sonia, on fait une pause, on se retrouve tout de suite après. Europe 1, C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Sonia Dridi, continuons de dresser le portrait de Joe Biden que les Français connaissent mal encore, hein. On l'a dit, on l'a redit, il a connu beaucoup d'épreuves, il a perdu sa femme et sa fille, juste au moment où il venait de se faire élire au Sénat pour la première fois. Il a perdu son fils préféré, Beau, était un peu le fils idéal. Il lui reste Hunter, un autre fils de 50 ans. On risque d'en entendre parler de Hunter maintenant que Joe Biden va être probablement le 46e président des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Hunter? C'est qui? Alors c'est vrai que Hunter est donc l'autre fils de Joe Biden. Il a, contrairement à Beau, qui comme vous l'avez dit, c'était un peu le fils modèle, le fils parfait de Joe Biden. Il le voyait vraiment comme son héritier politique. Depuis son adolescence, hein, Hunter a beaucoup plus de difficultés dans la vie. Il a été dès l'université, il a pris beaucoup de drogue. Il a eu des excès d'alcool. Et c'est vrai que toute sa vie, on a senti qu'il a lutté. Alors, en effet, ils étaient tous les deux dans la voiture, hein, lorsqu'il y a eu l'accident et que leur mère et leur petite sœur de 13 mois ont été tuées. Ça a été évidemment un immense choc et on sent que Hunter a eu beaucoup plus de difficultés à se relever de cette épreuve. Et toute sa vie, un peu comme les deux frères aussi de Joe Biden, ils ont été un peu une épine dans le pied de Joe Biden. Ils ont toujours voulu se servir en fait de ce nom de famille, hein, parce qu'il était au Sénat, tout d'abord Biden, puis ensuite vice-président, pour se mettre dans de faire des affaires, de se mettre avec des associés dans des business des fois pas très clairs. Et on a notamment entendu parler de Hunter Biden au début de la campagne présidentielle de 2020, lorsque on a appris qu'il faisait partie du conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne au moment où Joe Biden était vice-président. Alors c'est pas très bon pour l'image de Joe Biden. Aucune corruption n'a été prouvée, mais c'est vrai qu'il empochait tous les mois plusieurs dizaines de milliers de dollars, et on se doute bien qu'il était là parce que c'était le fils de Joe Biden. Et donc Joe Biden a toujours voulu ne pas en savoir le moins possible sur les affaires de Hunter Biden pour justement ne pas être mêlé à tout ça.
mais par exemple sur l'affaire ukrainienne, il a reconnu auprès de ses proches, alors qu'il n'était pas au courant jusqu'à ce que ça se fasse, mais que c'était pas une bonne idée. Et donc on a même plusieurs fois, c'est la troisième fois que se présente Joe Biden à l'élection. À chaque fois, souvent on essaie de trouver les proches de Joe Biden, essayer de faire en sorte que Hunter ait un travail assez décent à chaque fois, à chaque campagne, pour pas trop que justement ça pèse sur la campagne de leur père. Et aujourd'hui, alors justement avec l'affaire ukrainienne, on sent que ça a vraiment secoué encore une fois le clan Biden et finalement ça s'est retourné contre Trump puisqu'il y a même eu cette procédure d'impeachment. Mais là, on sent que ça a été le choc et aujourd'hui, Hunter Biden est réfugié entre guillemets à Los Angeles et il fait de la peinture. Oui, vous l'avez dit, c'est la troisième tentative de Joe Biden pour devenir président. On le surnomme un peu l'éternel revenant. C'est pas un ange non plus, hein, Joe Biden. Il faudrait pas l'imaginer comme quelqu'un d'immaculé. Il est un peu menteur, il a été plagiaire, il a les mains baladeuses. Ça n'est pas non plus l'antiraciste idéal, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, et surtout comme vous le dites, les gens qui ne le connaissent pas en France, en Europe, le voient comme ce papy un peu has-been, fatigué, mais c'est quelqu'un qui, bon alors déjà, il a énormément d'ambition, un ego assez fort, et notamment lors de sa première campagne présidentielle en 1988, il a été accusé de plagiat, il a repris les mots de l'homme politique britannique Neil Kinnock, sans le citer pendant un débat, et ça a été vraiment une humiliation pour lui parce que lui qui a été élevé dans un milieu catholique qui met toujours en avant ses valeurs d'honnêteté, de décence, eh bien il est vraiment passé pour un candidat malhonnête, superficiel. Il a en plus après les journalistes sont remontés à son adolescence et ils ont vu que même à l'université il avait été accusé de plagiat et donc ça vraiment Joe Biden a aussi souvent la tendance à exagérer ses faits d'armes pour voilà enjoliver un peu son image. Par exemple, pendant cette campagne présidentielle, il a répété, notamment en Caroline du Sud, devant un électorat à majorité noire, qu'il avait été arrêté en tentant d'aller voir Nelson Mandela en prison en Afrique du Sud, alors qu'il n'a jamais été arrêté, qu'il avait des collègues au Congrès afro-américain qui avaient été brièvement stoppés par la police à l'aéroport, mais Joe Biden n'avait rien eu. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas un ange, qu'il a tendance à exagérer les faits, et puis en effet, il est aussi très critiqué par les jeunes progressistes. Moi, j'ai parlé à des jeunes activistes femmes qui sont quand même très déçus que ce soit Joe Biden qui représente le Parti démocrate et qui soit très certainement le prochain président, parce que on lui a beaucoup reproché ses relations trop tactiles. Alors finalement, après pas mal d'enquêtes, avoir parlé à beaucoup de gens, j'ai l'impression que les Américains gardent quand même cette image de personnes un peu d'une autre époque, qui est un peu awkward comme on dit en anglais, donc un peu embarrassant. Il y a eu une accusation de viol contre lui, mais finalement on n'en parle plus aujourd'hui parce que le témoignage a été jugé par certains pas crédible. Mais c'est vrai que c'est un handicap quand même pour Joe Biden aujourd'hui. Vous l'avez dit, Sonia, le Sénat risque d'être républicain. Donc, est-ce qu'il lui sera possible à Joe Biden de faire passer ses réformes sur les impôts, sur l'assurance santé ou son Green New Deal ? Alors ça va être très compliqué. Alors déjà le Green New Deal, pour l'instant, il l'a pas adopté officiellement dans son programme parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts pour le climat, notamment en travaillant avec Alexandria Ocasio-Cortez, cette jeune élue démocrate, pendant la campagne, mais il n'a pas mis le Green New Deal au programme. Par contre, il a dit qu'il rejoindrait l'accord de Paris sur le climat. Ce qui va poser dès le début des problèmes à Joe Biden avec ce Sénat à majorité républicaine, ce sont les nominations pour son cabinet. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir prendre un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État au Trésor ou dans d'autres ministères trop à gauche parce que c'est le Sénat qui va devoir les approuver. Donc lui qui va devoir faire jouer l'équilibre entre les plus centristes du Parti démocrate et les plus à gauche, c'est sûr que ça va être compliqué dès le départ avec ces nominations. Et on imagine bien en effet que pour le plan de relance de l'économie, pour tout ce qui concerne la crise du Covid, ça va être compliqué, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de républicains dits modérés qui connaissent bien Joe Biden et qui parfois, par exemple, notamment sur le plan de relance, sauront travailler avec lui. Merci Sonia Dridi. Joe Biden, j'ai oublié le titre tout à coup. De l'Amérique anti-Trump. De l'Amérique anti-Trump, c'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions du Rocher. On se retrouve dans un instant avec Emmanuel Todd. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadei. Bonjour Emmanuel Todd, merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes l'auteur d'Après l'Empire et d'Après la démocratie, deux livres qui annonçaient à leur manière Donald Trump. On avait même l'impression qu'il s'en était inspiré. D'ailleurs, vous disiez en 2016 que Donald Trump était le seul qui disait la vérité sur l'Amérique. Vous le pensez encore aujourd'hui ? Oui, les démocrates étaient dans l'affirmation de valeurs très abstraites et Trump, il parlait de cette Amérique où le taux de mortalité augmentait chez les Blancs de 45 à 54 ans, avec une industrie périclitante sous la concurrence chinoise. Et puis, c'était le bon diagnostic. Donc, en fait, au niveau des tweets, c'était le menteur. Mais au niveau des concepts et d'analyse sociale, c'est lui qui disait la vérité. Et en fait, je pense que c'est ça qui sort dans ces résultats très tendus et dans la bonne résistance finalement de l'électorat de Trump, après qu'on nous ait dit qu'il était un fasciste, qu'il était un fou. La vérité, vous savez, on donne une image de l'Amérique à la télé qui est un peu apocalyptique et exagérée. C'est vrai qu'il y a une schizophrénie politique, une tension culturelle entre démocrates et républicains. Mais en fait, le revenu médian des ménages américains pendant la présidence Trump, à la veille du Covid, il avait augmenté de 17%. Les taux de pauvreté n'avaient jamais été aussi bas. Il y avait eu un bon papier de Le Parmentier dans le Monde sur ce sujet. Et la vérité de ce qu'on voit quand même maintenant, après cette description apocalyptique, ces menaces contre la démocratie et le fascisme, c'est qu'en fait l'Amérique, sauf accident de dernière minute avec ces histoires de fraude qui devraient se résoudre sans trop de dommages, c'est que ça nous donne l'image d'une immense démocratie qui fonctionne, vous voyez, et puis qui assure le spectacle, parce que quand même, ils nous ont offert Bush, Obama, Trump, comparé à nous, Sarkozy, Hollande, Macron, quand même petit jeu, vous voyez. Donc, je crois que l'image que Trump laissera, si comme il est probable, il perd le pouvoir dans les années qui viennent, va se modifier dans un sens plutôt positif. Je n'ai pas dit que j'aimais son style. Hein. Vous pensez qu'il n'aura pas été qu'une parenthèse, l'isolationnisme, le protectionnisme qu'il a remis au goût du jour aux États-Unis, on va les retrouver dans l'avenir sous des formes différentes ? D'abord, ça avait commencé sous Obama, en fait. Il y a des tas de... Trump, dans le rapport au monde extérieur, a formalisé et dramatisé un tournant qui avait été pris dès Obama. Les premières mesures protectionnistes pour les commandes de l'État, le désengagement de l'Europe, le basculement vers le Pacifique et la Chine, de la politique extérieure. Obama n'avait pas eu le courage de Trump de se désengager du Moyen-Orient. Je dirais que dans beaucoup de dimensions, Trump est un Obama plus décidé. Hein, et je ne crois pas que tout ça va disparaître. D'autant plus que les démocrates, finalement, se sont tellement définis par un pur anti-Trumpisme qu'ils n'ont pas beaucoup de substance. Donc moi je pense que bien des orientations dramatisées par Trump vont rester. Sa grande victoire, je pense, c'est la Chine, en fait. Parce qu'il est entré dans le débat avec une violente hostilité, je dirais, de nature commerciale à la Chine. Ça détruit des emplois américains. Elle est derrière ces hausses de mortalité. Ça a été écrit, démontré dans des papiers. Et puis, ensuite, il a été finalement rejoint par l'establishment géopolitique américain, qui s'est aperçu que la Chine devenait aussi une menace en termes de puissance. Et donc, finalement, l'hostilité à la Chine, ou la perception de la Chine comme un adversaire principal est devenue transpartisane. Et puis alors maintenant on est dans l'apothéose mondiale de ce triomphe idéologique. J'exagère un peu, je force le trait pour être à contre-emploi. C'est que la Chine apparaît bien hors des États-Unis, en Europe et partout, comme une menace totalitaire. Donc c'est quand même très très... Et le problème du rapport à la Chine est la chose qui va structurer la politique mondiale pendant des années. Et c'est Trump
qui a accepté et dramatisé ce fait. Donc c'est difficile. Je n'irai pas jusqu'à dire que le style l'empêche, qu'il aurait été un grand président, mais un président vraiment important, oui. Justement parce qu'il a tout dramatisé en permanence, y compris cette guerre commerciale avec la Chine, on s'est retrouvé, nous en Europe, la cible également de Donald Trump. On a dit que nous n'avions plus d'alliés avec les États-Unis et surtout on a vu tout à coup nos exportations subir des taxations. Ça aussi, à votre avis, c'est important ? Oui, mais ça c'est conscient. C'est le deuxième truc. La première chose, donc il y a l'idée centrale de recentrer l'Amérique sur elle-même et sur ses intérêts, qui est une renaissance démocratique. On peut dire que c'est un peu xénophobe ou moins universaliste, mais ça a une dimension démocratique. Ensuite, premier adversaire pour le leadership mondial, la Chine. Et puis le deuxième, je dirais, c'est l'Europe allemande. C'est-à-dire que les Américains, et pas seulement Trump, les géopoliticiens, ont compris que l'Union européenne, on n'en parle pas comme ça, nous, ici, mais moi je parle de la vision qu'on a de là-bas, ont finalement compris que l'Europe ancienne, qui était leur jouet, après la guerre, était devenue, depuis la réunification allemande et la remise en ordre de toute l'Europe orientale par l'Allemagne, et puis la mise en pas dans la zone euro de la France, que l'Europe était devenue une entité politique rivale, n'ayant que les instruments de la puissance économique, pas de puissance militaire. Donc en fait, c'est pas Obama était dans un désengagement vis-à-vis de l'Europe, un manque d'intérêt. On disait que ça l'intéressait pas. Autour de Trump, il y avait la perception de l'Europe comme quelque chose de l'Europe allemande, comme quelque chose de négatif. C'est tout à fait conscient. Ça n'est pas un accident. Et là encore, je serais extrêmement surpris que le retour au pouvoir des démocrates change fondamentalement ses orientations. Parce que l'Europe allemande est effectivement un problème pour l'économie mondiale par son refus de participer à un niveau raisonnable aux politiques de relance. Et puis c'est devenu un système hiérarchique qui ne plaît pas aux Américains. Merci Emmanuel Todd d'avoir été en direct ce matin avec nous. On va revenir en France avec Salomé Berlouix, direction la France des campagnes et des petites villes, celle où vous vous trouvez en ce moment, Emmanuel. Comment la France périphérique a-t-elle vécu et vit-elle encore le confinement ? Elle va nous le raconter. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei sur Europe 1. Bonjour Salomé Berliou. Bonjour. Vous avez fait Sciences Po, vous avez été conseillère de ministre, consultante dans le privé, missionnée par le gouvernement, mais vous êtes restée focalisée sur cette France périphérique, comme on l'appelle maintenant. Vous avez grandi d'abord dans Les Invisibles de la République, écrit avec Éric Maillard. Ça, c'était la jeunesse qui vous préoccupait. Et aujourd'hui, dans Nos campagnes suspendues, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, vous enquêtez sur les ruraux et cette enquête, vous l'avez commencé dès le début de la crise du coronavirus, par téléphone, au moment même où l'on voyait les campagnes comme un paradis où se réfugier pendant le confinement. Alors vous, qu'avez-vous constaté ? Est-ce que c'était la revanche des campagnes, comme on l'a dit, ou la double peine ? Alors, s'il faut choisir entre les deux, effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire la double peine que la revanche des campagnes. Alors après, si ça n'était pas un paradis, à mon sens, ce n'est pas pour autant l'enfer. Dans la France dite périphérique, les zones rurales, les petites villes, comme vous le disiez, ou même certaines villes moyennes. En tout cas, dans la France qui se trouve loin des grandes métropoles et loin du virus, au moins dans un premier temps, au moins pendant la première phase de la crise sanitaire, qui est celle que j'ai essayé d'étudier de l'intérieur, en échangeant avec des habitants de cette France-là. Des habitants qu'on entendait moins, qu'on voyait moins, parce qu'en France, il y a cette espèce d'hyper-focalisation sur les grandes métropoles, ce qui, dans le cadre du coronavirus, est en partie logique, puisque c'est aussi là où le virus est le plus présent. Mais une fois qu'on a dit ça, les conséquences, et notamment les conséquences économiques et sociales de ce virus,
pèse évidemment très fortement sur ces territoires et sur leurs habitants. J'avais cette intuition notamment, et on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais dans le cadre de mes actions pour cette association que j'ai fondée qui s'appelle Chemin d'avenir et qui accompagne des milliers de jeunes dans la France des territoires. Donc j'étais dès les premières semaines du confinement très au contact avec ces jeunes, leurs parents, leurs professeurs, les chefs d'établissement, des élus locaux avec lesquels nous travaillons dans la ruralité. Et je voyais bien qu'on était très loin, très très loin pendant le confinement de cette espèce d'image d'Eldorado, une image que j'appelle dans le livre celle de l'Américorée, mais c'est-à-dire d'un confinement heureux à la campagne où on a une grande maison avec un grand jardin et où on prend son petit déjeuner dehors en attendant que la journée passe avec douceur. Non, ça c'est une image de CSP+, qui ont eu la chance d'aller se confiner dans leur résidence secondaire, et tant mieux, et ça n'est absolument pas une critique de ce mouvement-là. En revanche, considérer qu'être confiné à la campagne, dans les petites villes ou en province, comme disent les urbains, c'était pouvoir se livrer à ce quotidien-là, c'est méconnaître la réalité des agriculteurs, des fonctionnaires dans ces territoires, des seniors confinés dans la ruralité, des jeunes et des conséquences du coronavirus dans la ruralité également sur leur avenir. C'était ne pas chercher à voir comment ça pouvait se passer pour les infirmiers dans des déserts médicaux, pour les médecins dans ces territoires-là, quand il y en a. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire en donnant la parole aux habitants de ces territoires à travers cette enquête, de façon à, d'une part, bien comprendre ce qui se passait et essayer de donner à voir ce qui se passait, parce que si on passe à côté du constat, il est fort probable que les réponses apportées soient biaisées elles aussi. Et puis enfin, pour que, dans le récit mémoriel qui sera fait de la crise, quand on en parlera dans 10 ans, dans 20 ans, on parle certes des grandes métropoles, certes des banlieues, certes des endroits où le virus était le plus actif, mais aussi des autres lieux en France où les Français, en définitive, sont les plus nombreux. Salomé Berlioux, vous nous faites le portrait d'une France des territoires, on va l'appeler comme ça, ou d'une France périphérique, au fond encore plus isolée pendant la crise du coronavirus. Ah oui, absolument. De toute façon, c'est une France. Donc, et je dis cela vraiment sans misérabilisme. Et j'espère avoir réussi, dans nos campagnes suspendues, à dresser un portrait équilibré en insistant bien sur toutes les forces et toutes les énergies, toutes les idées, tous les engagements qui existent dans cette France des territoires et qu'on m'a raconté. Il y a des exemples dans le livre d'élus locaux, de porteurs de projets associatifs, de citoyens qui racontent leur engagement pour leur commune, pour leur village, pour leur département, pour les personnes âgées du village d'à côté, pour les jeunes, des professeurs qui laissent les cours sous un abribus ou à la boulangerie pour que des jeunes très isolés puissent venir les chercher. Enfin, toutes ces logiques-là, elles existent. Mais une fois qu'on a dit cela, évidemment, la réalité de cette France des territoires et les défis auxquels elle est sans cesse confrontée, des défis économiques, des défis d'isolement, l'enjeu de la mobilité et donc de l'assignation à résidence, terme à la mode, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, les questions sociales, la fracture numérique, tout ça, dans un contexte de crise sanitaire, c'est évidemment renforcé. Si on prend la question du numérique, par exemple, on ne cesse d'en parler. Là, on voit bien qu'on parle du télétravail, mais pour télétravailler, il faut d'abord avoir un métier qui s'y prête. Et on sait que dans ces territoires-là, c'est loin d'être majoritaire. Et puis enfin, avoir une bonne connexion et des usages du numérique facilités. Je peux vous dire que, encore il y a quelques jours, j'avais au téléphone un enseignant qui me racontait à quel point est-ce que ces élèves-là, ils croisaient les doigts pour qu'ils restent à l'école parce que avoir accès aux cours quand on n'a pas Internet chez soi et quand ces professeurs eux-mêmes n'ont pas Internet chez eux, ou en tout cas ont une connexion très limitée, ça va vraiment dans le sens de la rupture pédagogique qui pèse sur ces jeunes. Et donc ça, évidemment, dans la crise, ça ressort tout particulièrement. Vous rappelez d'ailleurs qu'en France, les zones blanches, c'est 10% de la population, hein, c'est énorme, et que la France est 24e sur 28 en Europe pour la couverture 4G, par exemple. On est très, très mal classé. Et du coup, d'ailleurs, tout le débat sur la 5G, là, qui est un débat essentiel et dont je ne maîtrise pas personnellement tous les tenants et les aboutissants, mais ce qui est certain, c'est que dans ces territoires-là, toutes les dernières semaines, ça a aussi fait sourire, parce qu'on me dit, nous, on attend toujours, effectivement, la 4G. Et d'ailleurs, ce point-là, c'est-à-dire le sentiment
qu'ont les habitants de ces territoires de sans cesse se tenir à la périphérie des sujets dont ils entendent parler chez les décideurs ou en allumant la radio, c'est vraiment renforcé par la crise sanitaire. C'est-à-dire que, et c'est bien normal que notamment les médias se tournent sur là où il y a une actualité, là où il y a des événements, mais j'avais justement il y a quelques jours une personne âgée qui me disait, voilà, elle habite en Bretagne, et en Bretagne, dans ma commune, oui, on a entendu parler pendant des jours de la fermeture des restaurants à Marseille, à Lyon ou à Paris, mais nous, on ne nous voit pas, on ne nous regarde pas, et on ne voit pas forcément ce qui, en lame de fond, se passe au sein de notre territoire. Et c'est ce que j'ai essayé de combattre modestement, mais à travers vraiment une centaine de témoignages dans nos campagnes suspendues. On fait une pause, Salomé Berlioux, on se retrouve juste après. Europe 1, C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Nos campagnes suspendues, c'est le titre du livre de Salomé Berlioux qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Enquête parmi les habitants des petites villes, des campagnes. Une enquête débutée pendant le confinement par téléphone et qui nous permet de comprendre que les agriculteurs, par exemple, on s'est dit, les agriculteurs, ils continuent de faire leur travail. On les aime d'ailleurs pour ça, parce que ce sont eux qui nous nourrissent. On les aime, dites-vous, mais on a un regard quand même négatif sur l'agriculture et on ne se rend pas compte que pendant le confinement, certains ont dû produire 2 fois plus, tandis que d'autres ont essuyé des pertes irrattrapables. Oui, ce dont vous parlez, c'est le paradoxe bien connu des Français qui disent aimer les agriculteurs, les trouver courageux, motivés, engagés, indispensables, mais qui effectivement ont un regard très critique sur l'agriculture elle-même, et donc d'agriculteurs qui, avant même la crise, sont un peu bloqués dans ce paradoxe-là et disent en souffrir. Et donc, dans le cadre du coronavirus, tous ceux à qui j'ai parlé avaient un discours que j'ai trouvé justement très fin et qu'il fallait voir en profondeur à travers à la fois le quotidien de personnes qui détenaient des vignes, qui avaient des bêtes à soigner et à nourrir, qui avaient des exploitations d'asperges, de fraises, avec évidemment des réalités très différentes, et y compris pour ceux qui se trouvaient dans le nord ou au contraire dans le sud de la France. Et donc, oui, certains d'entre eux ont tiré leur épingle du jeu grâce au circuit court, mais c'était quand même loin d'être la majorité des cas. Et vous dites aussi qu'il y a eu un manque d'ouvriers agricoles qualifiés, par exemple. On se souvient, à un moment, pour récolter les fraises, des annonces avaient été passées. On disait qui veut venir récolter des fraises. Il n'y avait plus personne. Et les agriculteurs disaient eux-mêmes, c'est compliqué parce que nous, d'habitude, on a une main-d'œuvre qualifiée. Et donc là, on doit former des gens. Ça coûte cher, ça prend plus de temps pour un résultat qui est souvent moins satisfaisant. Tout ça en gardant nos enfants à la maison. Donc encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment ce qui est remonté dans tous ces entretiens. Oui, il y a cette image parfois du petit producteur, des circuits courts, de la proximité avec le client. Ça existe et il fallait le raconter, mais ne pas oublier que le quotidien des exploitants agricoles aujourd'hui en France, et particulièrement dans le contexte de la crise, il a aussi été extrêmement contraint d'un point de vue économique et qu'on est loin, là encore, d'une image idéale et idéalisable de l'agriculteur en France dans le contexte du coronavirus. Et les gens les plus âgés, les plus 65 ans, on sait qu'il y en a dans les territoires, dans cette France périphérique, mais le résultat du confinement, ça a été une augmentation de la solitude, des complications au quotidien, pas d'activité, pas de visite, pas de médecin, pas d'hôpitaux. Il faut prendre parfois sa voiture et rouler entre une demi-heure et 45 minutes pour trouver un hôpital. Oui, comme vous dites, il y a des personnes âgées dans les territoires ruraux et il y en a même beaucoup. Ils sont très souvent là-bas. Certains parce qu'ils ont décidé d'aller passer leur retraite loin des grandes métropoles ou parce qu'ils ont été obligés de le faire pour des raisons économiques souvent, mais aussi d'autres parce qu'ils ont passé toute leur existence dans ce département et qu'ils comptent bien y vieillir. Et la réalité du confinement pour eux, ça a été confiné, certes, comme partout en France pour tous les seniors, mais aussi isolé. Et confiné et isolé, vous le disiez, ça n'est pas la même chose. Et j'ai cet exemple dans le livre d'une personne âgée qui me disait « Moi, je ne vais pas me mettre à la fenêtre à 20h pour applaudir, je me sentirais ridicule dans mon jardin, il n'y a rien autour. » Donc même pas la possibilité de voir le visage d'un voisin à la fenêtre, de descendre même brièvement pour acheter le pain en respectant toutes les règles sanitaires, ou d'avoir une voisine qui gentiment et systématiquement, puisqu'elle passe à côté de notre appartement, va mettre les courses dans l'ascenseur pour pouvoir nous ravitailler. Et ces réalités-là, encore une fois, il ne s'agit absolument pas de sous-estimer la
la complexité du quotidien pour les seniors, y compris dans les grandes métropoles, et leur solitude. Mais c'est vrai que la solitude à la campagne et l'éloignement, notamment que vous décriviez, des médecins et des hôpitaux, ça a fait peser sur les seniors une espèce d'angoisse, souvent très largement renforcée. Mais en plus, le premier confinement, c'était au printemps, il faisait beau. Maintenant, c'est le mois de novembre. Et quelqu'un dans votre livre dit « Le vague à l'âme du début de l'hiver dans la France périphérique, c'est quelque chose. » C'est quelque chose, oui, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, je me suis demandé, il va falloir voir les chiffres, mais s'il y aura autant d'urbains qui vont aller dans leur résidence secondaire pour ce second confinement. Parce qu'effectivement, novembre, ça n'est pas mars ou avril à la campagne. Il y a également cette ancienne sénatrice du Puy-de-Dôme qui dit, et je vois très bien la façon dont elle le raconte, quand j'ai des amis, me dit-elle, qui viennent voir ma maison dans le Puy-de-Dôme, qui est magnifique, où il y a un étang pas très loin, où il y a une très belle vue, et c'est une très belle campagne, effectivement, au mois d'août, et qu'ils me demandent est-ce qu'il y aurait une maison à vendre dans le coin, je leur dis attention, revenez en novembre, revenez en février. La vie à la campagne, ça n'est pas la vie en résidence secondaire pendant les vacances d'été que vous imaginez. Il y a d'autres contraintes, d'autres difficultés, d'autres défis. Le bilan que vous tirez de tout cela, Salomé Berlioux, c'est qu'au fond, ces territoires, le confinement en a décuplé les difficultés. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont encore plus fragilisés. Cette France périphérique dont se soucie, du moins dont les politiques nous disent qu'ils s'en soucient de plus en plus, est-ce qu'elle ne serait pas encore plus fragilisée ? Alors, c'est vraiment c'est-à-dire que le premier constat que je fais, c'est qu'une fois de plus, dans la crise, au moins dans un premier temps, on n'a pas regardé ces territoires, ou en tout cas on les a peu regardés, et on s'est focalisé sur les grandes métropoles en un réflexe pavlovien qui manifestement est un réflexe français, et je ne dis pas qu'il n'est pas européen ou qu'il n'existe pas dans d'autres pays. Mais qui s'expliquait aussi, vous l'avez dit, parce que c'est là qu'était l'épidémie. Voilà. Oui, je suis d'accord, c'est une évidence, et en même temps, notre capacité d'anticipation collective et la connaissance qu'on a priori du pays devrait quand même nous faire admettre et anticiper, encore une fois, le fait que des territoires qui ont déjà été blessés, violentés, notamment par la crise économique de 2008, risquent de payer cher la fermeture des commerces, le confinement et le fait d'avoir des enfants qui sont à la maison, enfin toutes les contraintes qui ont existé dans les grandes métropoles, dans ces territoires-là, le fait qu'elles soient lourdes de conséquences et que, comme vous dites, ce soit la double peine, il me semble que ça n'est pas très compliqué à anticiper. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on décide de profiter de la crise sanitaire pour enfin faire des territoires une priorité nationale et réfléchir collectivement à comment sans cesse intégrer les zones rurales et les petites villes dans les réponses de politique publique qu'on va faire. C'est en partie le cas, mais en partie seulement à ce jour. Et il me semble qu'on est vraiment loin du compte dans les réponses à apporter. Et encore une fois, pas uniquement dans le cadre du plan de relance, mais dans les années à venir. Merci Salomé Berlioux, merci pour cette enquête. D'abord, ça s'intitule « Nos campagnes suspendues » et ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Europe 1. C'est arrivé cette semaine est terminée. On se retrouve demain à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Mediapolis, avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Qui recevez-vous aujourd'hui ? Écoutez, on fait un petit peu de confinement et après un nouveau spécial USA. Donc un jeune Loïc Henton et un vieux sage presque Denis Lacorne. Bonne émission.